Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantastique. Je suis toujours avec Elvina Jekyll. Bonjour tout le monde. Et on a également avec Red Arrow. Bonjour. Voilà, alors vous l'entendez peut-être, Red Arrow n'est pas dans la même pièce que nous, mais bon, vous savez, les forces du cinéma de genre réunissent les gens même à longue distance, donc voilà. Merci Red Arrow d'être avec nous au moins par la voix. Avec plaisir. Alors dites-moi, en bons amateurs de films fantastiques et de films d'horreur, est-ce que vous êtes prêts à aller refaire un tour du côté de l'hôtel Overlook ? Oui. Bien écoutez, ça tombe bien puisque on va parler aujourd'hui de Dr. Sleep, un film réalisé par Mike Flanagan et sorti en salle en 2019. These empty devils, they'll eat what shines. And they noticed that little girl. Wow, hi there. Get out of my head! Get out! I haven't felt power like that in so long. They're coming. Where are we going? There's a place. You sure you want to do this? I'm ready. Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. Alors, est-ce que l'un de vous deux pourrait me faire un pitch ? Alors, étant donné que moi je l'ai fait plein de fois, ça va être au tour de Red Arrow. Bon, alors d'accord, je m'y tente. Alors, on retrouve donc le petit Danny Torrance de Shining, aujourd'hui adulte, qui combat, disons, toujours les démons de l'Overlook Hotel mentalement par traumatisme. À l'âge adulte, il sombre dans l'alcoolisme à cause des traumatismes qu'il a vécu à l'hôtel Overlook dans sa jeunesse. Il découvre par son ton télépathique qu'il existe une petite fille, Abra, qui a aussi le Shining, et qui cherche à le contacter car elle-même, elle est poursuivie par une sorte de secte de vampires qui se nourrissent du Shining. Ouais, ça fonctionne comme pitch parce que c'est vrai que c'est un film qui est assez dense, à la fois long, hein, on est sur 2h30 de film sur la version salle et Red Arrow tu nous en parleras après, mais toi tu as même vu la version longue, mais donc on est sur un film qui est à la fois dense, à la fois long, un récit qui s'écoule d'ailleurs sur plusieurs années. On a un film réalisé par Mike Flanagan qui est un petit peu maqué avec Netflix ces dernières années. J'ai l'impression qu'il a surtout travaillé avec Netflix. Ça, c'est l'une des rares exceptions de film qui est sorti en salle. C'est Warner Bros, puisque c'est Warner Bros qui avait produit Shining. On est dans une suite tardive de Shining, parce que le bouquin Dr. Sleep est une suite littéraire tardive de Shining. Je sais pas, il doit s'écouler facilement 40 ans entre les deux bouquins. Milieu des années 70 pour Shining, milieu des années 2010 pour Dr. Sleep. Voilà, Mike Flanagan qui est un petit peu maqué à Netflix entre les films qu'il produit pour Netflix. Ne t'endors pas, voilà, Jessie, et également bien sûr les mini-séries, la collection The Haunting, une première saison adaptée de Shirley Jackson, si je dis pas de bêtises, la deuxième saison adaptée de Henry James, du Tour d'écrou d'Henry James, et la troisième qui est adaptée de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe, non ? C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, son petit business autour de Netflix, et qui a, faut dire, des fans, c'est quelqu'un dont on oublie de parler quand on parle de la nouvelle génération des auteurs d'horreur, des auteurs de cinéma de genre qui ont un peu revigoré le cinéma de genre ces dernières années. On a souvent tendance à citer des auteurs qui ont leurs œuvres sorties en salle comme Ari Aster, comme Robert Eggert, on a eu Jordan Peele bien sûr, David Lowery aussi, voilà, Jennifer Kent, enfin, et on a tendance à oublier Mike Flanagan qui est à peu près de la même génération et qui est quelqu'un qui a mine de rien été très productif donc ces dernières années. Alors je pense que parfois il est juste showrunner, parfois il est
scénariste de bout en bout du projet, mais voilà, c'est quelqu'un qui a été très productif et j'ai l'impression assez apprécié du public, hein, si Netflix lui redemande souvent de nouvelles créations et de nouvelles adaptations, dont les adaptations de Stephen King, c'est qu'il a quand même son public. Vous, c'est un auteur que vous appréciez, Mike Flanagan? Moi, personnellement, j'oublie pas de le citer. Tu sais, quand tu disais qu'on oubliait de parler de lui, moi, je l'adore. C'est un des réalisateurs qui m'a le plus surpris, surtout de par ses séries. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant adoré une série d'horreur, mais quand je dis horreur, je parle pas de American Horror Story, Slasher et compagnie. Je parle vraiment horreur pure, l'horreur qui te fait sursauter, les histoires de fantômes et tout ça. J'y croyais pas trop la première fois que j'avais entendu parler de Hunting on Hill House, et pourtant je me suis régalée. Et Doctor Sleep, qui du coup est un roman qui m'a jamais tenté et donc j'ai eu beaucoup de retours négatifs, je me suis quand même précipitée pour aller voir le film vu que c'était sa réalisation. Et au final, j'en suis sortie pour une histoire qui m'aurait pas intéressée de base, avec une très très bonne réal, une bonne direction. Donc non, c'est un réal que j'aime beaucoup. Exactement pareil, j'adore Flanagan. Je trouve, pareil qu'Elvina, ses mini-séries assez exceptionnelles. Voilà, c'est sa façon de mêler l'épouvante aux failles de ses personnages, la manière dont il traduit ça à l'écran, à la fois à travers des ficelles classiques de l'épouvante, comme les jumpscares, ou en termes d'ambiance, mais aussi l'émotion qui s'en dégage. Je trouve qu'il y a une sorte de grammaire cinématographique pour ça qui me séduit complètement. Alors, j'ai un avis un peu plus mitigé sur Mike Flanagan, en fait, parce que je trouve effectivement que c'est un auteur qu'on remarque et qui est quelqu'un d'assez solide. Je dirais ça comme ça, dans le sens où c'est un scénariste ambitieux, c'est un scénariste impliqué, c'est un scénariste qui prend au sérieux à la fois le genre, les thématiques du genre, comme vous disiez, c'est quelqu'un qui joue complètement la carte du cinéma d'épouvante dans ses récits et qui en même temps n'oublie pas d'y mettre de l'émotion. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Combien on a de productions qui, hélas, manquent d'émotion parce qu'on a des personnages trop grossiers qui doivent servir des récits très formulatiques et qui finalement ont du mal à trouver une place particulière dans ces récits. C'est juste de la chair à abattre pour des récits de slasher. Ce sont des personnages qui ont des réactions idiotes sur réactions idiotes juste pour nous faire rire en même temps que la situation nous effraie. Et en réalité, chez Mike Flanagan, c'est vrai qu'il y a cette émotion qui est finalement pas si facile à placer dans un récit d'horreur, et ça se prête au format de la mini-série, au format feuilletonnant, au format sériel qu'on trouve sur les plateformes SVOD, parce que justement on a le temps de développer des personnages, on a le temps de développer une écriture. Moi je suis moins sensible au format sériel à vrai dire, mais je comprends que quelqu'un qui regarde ça ait même envie de binge-watcher une série de 6 épisodes parce qu'on s'attache vraiment aux personnages en même temps qu'on a une ambiance assez bien foutue, une direction artistique toujours assez solide, sans grand éclat, hein, c'est pas non plus quelqu'un qui va tenter des choses extraordinairement baroques, mais il y a quand même une direction artistique assez classe. Quand je dis ça, voilà, pour moi c'est aussi un petit peu la limite du personnage, parce que justement je trouve que ce sont des récits qui sont bien écrits, parfois peut-être trop écrits, il étale un petit peu la confiture, quoi, il fait un peu traîner le récit. Il y a un moment, je trouve qu'on n'est pas loin d'une certaine torpeur, quoi, voilà, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à comparer les films d'horreur, les films fantastiques à des rêves éveillés, à des cauchemars éveillés. Voilà, là on est dans le sommeil, on est presque dans le somnambulisme pour moi si je devais me filer la métaphore. Et parfois on est un peu dans des zones de flottement comme ça, de lenteur, d'atermoiement sur des choses qui tiennent plus du drame que du fantastique. Alors pour en revenir à Doctor Sleep, qu'est-ce que vous en avez pensé, Elvina, toi qui es une grande lectrice de Stephen King, qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation? Justement, comme je t'avais dit, Flanagan m'a donné envie de regarder le film, mais le livre de base ne m'a jamais attiré en fait. Je t'avoue que cette suite un peu tardive de Shining, moi Shining me suffisait autant dans le bouquin que dans l'adaptation qu'il y a eu de Stanley Kubrick, même si d'ailleurs l'adaptation est très très différente, hein, voilà, mais bon, très intéressante aussi. Doctor Sleep, du coup, c'était sympa. Tu disais tout à l'heure, et c'est vrai que Flanagan, il est un peu académique dans ses plans, dans sa manière de tourner. Pour le coup, je trouve que Doctor Sleep, c'est un des seuls projets qu'il a fait où il y a des plans intéressants. Je cherchais le nom de ces plans, tu sais, où d'un coup, l'image, elle se renverse sur le côté. Ouais, des bulets. Ouais, qui sont très, très intéressants. Des bulets, voire qui se renversent à 90 degrés, enfin, qui se renversent sur le côté, comme quand tu renverses une image dans Paint, quoi. Clairement, il y a des plans comme ça très intéressants dans Doctor Sleep. Puis j'aime bien aussi le fait que ce soit un sujet, enfin, je mets pareil des gros guillemets, mais un peu enfantin. Enfin, le personnage principal,
principal, Ordani, c'est quand même un enfant. Abra, elle est très jeune. Cette secte, elle s'attaque à des enfants. Donc on a des scènes qui sont un petit peu mignonnes, un peu Stranger Things-esque, j'ai envie de te dire. Et à côté de ça, on a quand même une certaine violence sur les morts, notamment le petit joueur de baseball, là, qui apparemment est 10 fois pire dans la version longue. Ma meilleure amie, elle m'avait montré la scène sur YouTube qu'on n'a pas dans la version cinéma qu'on a vue tous les deux. Il y a une certaine violence quand même sur le mal qui est fait aux enfants, donc il y a cette bipolarité entre oui, ça pourrait être un film pour ados, et en même temps il y a une sale violence sur certaines scènes. Red Arrow, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, Dr. Sleep, c'est un peu comme si Flanagan, il s'était un peu donné la mission de réconcilier l'écrit et le cinéma. Parce que, bon, c'est un secret de personne, Stephen King n'aime pas Shining, enfin l'adaptation par Stanley Kubrick. Ouais. Il a toujours dit, même, il est un peu revenu aujourd'hui dessus, sur ses propos du moins. Et du coup, je me demandais comment Flanagan allait faire, dans Dr. Sleep, comment il allait utiliser cette imagerie, et Dieu sait qu'il va l'utiliser justement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il utilise en fait l'impact qu'ont eu toutes les images du film de Kubrick, la symétrie de ses plans, les décors si particuliers d'Overlook, le visage de Fufu Nicholson, enfin voilà, les yeux de Shelley Duvall. Il s'en sert de l'impact que ça a eu dans la pop culture et chez le spectateur. Voilà, c'est des images qui reviennent dès qu'on évoque le film Shining. Et en fait, ça revient dans les traumatismes du Danny adulte, interprété ici par Ewan McGregor. C'est ça qui le traumatise et de fait, ça met le spectateur dans la même position que Danny vis-à-vis de ces images qui sont restées dans l'imagerie populaire. Et voilà, on comprend complètement la détresse de ce personnage jusqu'à ce qu'il soit à nouveau confronté ensuite au Shining. Je pense que tu as assez raison quand tu dis qu'il a voulu réconcilier l'écran et l'écrit. L'écran étant Kubrick, l'écrit étant le roman d'origine de King, l'univers de King et le côté parfois un peu métaphysique, presque dark, de la dark métaphysique, on pourrait appeler ça si on crée un sous-genre pour ce qui est de Stanley Kubrick. Alors, Elvina et moi, on a regardé la version sale. C'est toujours délicat de parler d'un film qui a coûté, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 40 millions de dollars de budget et qui est une production Warner. C'est-à-dire que là, on parle d'un film qui est une grosse production de studio, forcément un film attendu par rapport au film dont il est une séquelle, l'aura du premier film sur lequel il essaie de surfer. Je pense que ça crée forcément des problèmes une fois qu'il s'agit d'en arriver au final cut et de savoir ce qu'on garde du film et de savoir exactement quelle identité on a pour ce film-là, d'où le fait qu'on a des scènes qui sont assez violentes parce qu'on est quand même dans un film qui se veut un film d'horreur. Alors là, pour moi, justement, Dr. Sleep, je dirais pas que c'est un film d'horreur. C'est un film fantastique. Je vais aller un peu loin dans ma comparaison. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas vu le film, n'essayez pas de fabriquer des images. Je vais pas me fier à des codes esthétiques du genre ou à des logiques mythologiques, mais il y a une parenté à faire en fait avec des films de super-héros presque. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui a des pouvoirs, qui se bat contre d'autres personnages qui ont des pouvoirs, qui a une némésis, et en fait on est dans ce genre de récit. On pourrait aussi comparer ça par exemple à Highlander, on pourrait comparer ça pour prendre Gregory Whedon, le scénariste Gregory Whedon, le film qu'il avait fait aussi avec les anges et les démons, avec Viggo Mortensen et comment ça s'appelait, The Prophecy, c'était je crois si je dis pas de bêtises, qui mélangeait la culture judéo-chrétienne et la culture amérindienne. C'était très étrange et on a un combat au milieu du film en fait, on a un affrontement entre deux forces. C'est pour ça, n'imaginez pas que c'est un film de super-héros, mais toute proportion gardée, c'est un récit qui s'ancre dans cette dynamique-là. Même si le personnage n'a pas une posture héroïque et va la conquérir en fait au cours de ce récit, on est dans ce type de film. Du coup, pour moi, ça mélange effectivement des moments de tension, des moments de suspense, des moments horrifiques, on peut le dire aussi, certes, des moments d'action, véritablement, et un final qui se veut presque un final, une espèce d'apothéose assez spectaculaire à sa façon. La surprise du chef à la fin du menu, on retrouve l'Overlook Hotel, on vous spoil un peu. Ça dit, moi j'ai vu qu'il y avait eu des photos de production, il y avait une partie du marketing qui avait été aussi fait autour de ça, quoi. Donc on vous le spoil qu'à moitié, je pense. Mais c'est un autre type de récit qu'un récit frontalement horrifique et essentiellement horrifique. La différence étant que en fait, on n'est pas du point de vue de personnages apeurés face à des boogeyman. Les protagonistes, dont le personnage de Abra, est d'une certaine façon même plus puissante que les antagonistes. On n'a pas peur parce que les personnages
personnages ont tout le temps peur face à une grande menace. C'est un conflit permanent où parfois une bataille est remportée par un camp, puis l'autre riposte. Déjà, donc il y a ce type de format qui peut-être se prête aussi à ce que ce soit une grosse production à 45 millions de dollars produite par Warner. Et qui plus est, c'est pas la suite de l'adaptation de... C'était Mick Garris qui avait fait une adaptation en téléfilm dans les années fin 90, début 2000, qui était l'adaptation approuvée par King. Là, on est vraiment chez Warner, qui, à mon avis, a demandé à Mike Flanagan de s'inscrire dans l'héritage du Shining de Stanley Kubrick. Et il faut dire ce qui est, c'est un défi impossible à relever. Et d'une certaine façon, c'est là que le film ne sait pas forcément sur quel pied danser. D'une certaine façon, on a l'impression d'un Mike Flanagan qui, à mon avis, a une certaine humilité par rapport à ça et dit, voilà, moi je suis Mike Flanagan, l'auteur qu'on vous a décrit au début du podcast, c'est très bien qu'il va pas aller boxer dans la même catégorie que Stanley Kubrick, qui va pas impulser la même énergie, qui va pas impulser le même rapport aux images, voilà. Mais il cherche quand même dans le film à nous provoquer des stimuli qui nous rappellent Shining, donc c'est un petit peu ambigu, on a un film un petit peu hybride. Pour moi, la problématique de l'héritage de Kubrick, c'est que le film, il est un peu trop propre pour moi. Alors vous me direz, Stanley Kubrick est un réalisateur aussi connu pour un côté très clinique, ultra maîtrisé et très, voilà, parfois on lui reproche même parfois une certaine froideur. Cela dit, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est que on a tendance, dans le cinéma actuel, à chercher du fanservice, comme on dit, et je trouve que là, on n'est pas dans le domaine du fanservice, ou en tout cas pas toujours. C'est assez habilement fait, parce que ça travaille, comme tu disais Red Arrow, ça travaille sur nos traumatismes. C'est comme si c'était parfois des images presque subliminales, des images un peu inconscientes. C'est pas je te reprends une réplique pile au même endroit, de manière qu'on place au forceps dans un récit pour te faire penser à l'original. Là, je trouve que c'est assez intéressant. Par exemple, vous avez certainement remarqué que le bureau du docteur qui tient le cercle des alcooliques anonymes est une reproduction à l'identique du bureau du directeur de l'Overlook. C'est assez étrange parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a une déco fin 70, début 80 dans son bureau? Et en même temps, c'est assez intéressant parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est complètement gratuit de nous refaire ça? Et en même temps, c'est pas explicité dans le truc, il faut le comprendre. Et c'est comme si effectivement l'Overlook continuait de hanter Danny et continuait à nous hanter nous, et venait pirater un film, venait parasiter un autre film, un autre récit, un truc qui se passe, je sais pas, bien loin du Colorado. C'est dans le Colorado qu'est l'Overlook Hotel. On est loin du Colorado, et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas simplement, vous avez vu, on a reproduit à l'identique le bureau de l'Overlook. Peut-être que certains n'y auront pas fait attention, et ils repensent après, ils se disent, ah mon Dieu, mais c'est vrai que c'est très perturbant, comme quand on revisite dans nos rêves des lieux qu'on connaît, ou qu'on les mélange avec d'autres lieux. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas du fanservice, c'est pas une citation visuelle explicite, c'est quelque chose qui est de l'ordre presque du subliminal. Et il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant. Dans une vision, il parle avec le concierge. J'ai oublié le nom du concierge. Le concierge de l'Overlook Hotel qui essaie de le sauver à la fin de Shining et qui hélas meurt tué par Jack Torrance. Il lui parle sur un banc au début du film. Et juste après cette scène, on enchaîne. Je me demande s'il n'y a pas un fondu sonore vers l'autre scène. Il est devant sa télé avec sa mère, et qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Il regarde un cartoon de Bugs Bunny, et le premier truc qu'on entend, c'est What's Up Doc. Si vous vous souvenez de Shining, le concierge essaie de se faire copain avec Danny la première fois en imitant Bugs Bunny. Donc là aussi, c'est un espèce de rappel. Si on fait pas attention, c'est un bruit de fond, c'est la télévision qui fonctionne pendant que Danny regarde la télé avec sa mère. Pour ceux qui connaissent bien Shining, ça connecte des synapses dans nos têtes, ça a comme un réflexe, comme une petite lumière qu'on allume dans sa tête, de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins évidente. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. On peut voir ça comme du fanservice. Moi, je trouve que pour le coup, c'est l'une des utilisations de références à des premiers films qui sont parmi les plus intelligentes que j'ai vues au cinéma ces derniers temps. Oui, je trouve que comme tu dis, c'est pas vraiment du fanservice fait comme ça à l'arrache. C'est pas juste pour dire, hey, regardez, vous vous rappelez de Shining de Stanley Kubrick? Non, il a pris les choses mais nécessaires. Et donc il y a ces petites subtilités, comme tu dis. Et les scènes où on se retrouve vraiment dans l'Overlook Hotel, où on revoit les petites filles, où on revoit les anciens fantômes et compagnie, j'ai trouvé que c'était couillu de sa part de faire ça, parce que ne pas reprendre les mêmes acteurs, ne pas reprendre exactement les mêmes plans, la même ambiance et tout, c'est chaud, parce que de nos jours, qui accepte de voir une suite, que ce soit dans une saga ou d'un film ou quoi que ce soit, et que c'est pas les mêmes acteurs? Ça dérange tout le monde. Et là, je sais pas pour toi, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était quand même assez bien récupéré, en fait. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il aurait pu mixer ça avec des images extraites directement du premier film. Il y a peut-être un ou deux plans, je sais même plus. Mais effectivement, la scène du bar est assez intéressante. Le fait que Jack Torrance soit devenu
devenu maintenant le barman, c'est-à-dire le barman, faut dire ce qui est dans Shining, c'est si vous acceptez un verre de la part du barman, c'est en fait un pacte avec le diable. C'est ce que disait Alexandre Aja, c'est ma scène de pacte avec le diable au cinéma préférée. Et là, est-ce que tu vas suivre les mêmes démons que ton père? Il y a des problèmes d'alcool comme son père. Est-ce que tu vas suivre les mêmes traces que ton père? Voilà, c'est assez intéressant puisque donc cette fois-ci le barman a les traits de Jack Torrance. Je crois que c'est Henry Thomas qui joue le rôle, hein, si je dis pas de bêtises. On fait quand même une visite qui s'éternise un peu dans le lieu. Allez, on va passer par tous les lieux mythiques. On revoit l'ascenseur avec le sang du point de vue de Rose. Oui, c'est ça, c'est Rose. Ouais. Je sais plus en français, mais c'est Rose Diat. Là, pour le coup, on bascule peut-être un petit peu dans le fanservice, mais c'est vrai que c'est assez audacieux d'essayer de reprendre un lieu aussi mythique au cinéma, quoi. Moi, ce qui me dérange aussi dans le film, c'est que c'est quand même un film assez long, assez dense. Flanagan était l'homme de la situation pour adapter un bouquin comme ceux de King, qui est pas un auteur qui fait dans l'économie d'un récit. On est sur une espèce de gros récit reboratif qui part dans plein de directions. J'adhère moins à ce rythme-là. Red Arrow, toi, t'as vu une version longue. Alors, ça donne quoi niveau rythme? Oui, c'est sorti en Blu-ray. Je crois que la version cinéma a duré 2h30, si je ne me trompe pas. Celle-ci dure à peu près 3 heures en tout cas. Justement, ce que tu évoquais comme une mini-série, la version longue est chapitrée. Donc ça lui donne une sorte de série de mini-épisodes, on pourrait dire en quelque sorte, plus proche peut-être d'un roman aussi. La version cinéma, elle reste... enfin voilà, je l'ai vu à un moment, donc je ne pourrais pas faire une comparaison très explicite. Mais de mémoire, je crois que ça étaye la relation entre Danny et son parrain notamment. On voit beaucoup plus de choses sur le petit garçon, le joueur de baseball, si je me souviens bien, joué par Jacob Tremblay. On sent beaucoup plus les conséquences de ce qui lui arrive dans le film. On a aussi beaucoup plus de plans sur l'Overlook aussi à la fin. Voilà. Après, voilà, c'est par petites touches. Il y a des scènes aussi, bien sûr, rallongées. Mais en tout cas, je la trouve beaucoup mieux construite, cette version. Dans ce que tu disais, ça part un peu dans tous les sens dans la version cinéma. Ici, avec le côté chapitré, ça prend peut-être plus de sens. Voilà, il y a peut-être une meilleure relation d'une scène à une autre qui peut jouer dans la version longue que n'a peut-être pas la version cinéma. Ok, il n'y a pas un segment en plus du film, il n'y a pas une intrigue en plus qui a été coupée, en fait, c'est par petites touches tout au long du récit, des scènes plus longues, des scènes, d'accord. Et le récit est quand même intéressant, faut dire ce qui est, on a quand même un bon casting, parce qu'on a Ewan McGregor qui fait Danny adulte, donc quand même un comédien qu'on apprécie de retrouver là, et ça fonctionne, je trouve, en Danny adulte. Pour moi, vraiment, l'intérêt principal du film dans le casting, c'est quand même Rebecca Ferguson en antagoniste. Je la trouve géniale. Je trouve ce personnage vraiment, pour le coup, là, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je sais pas ce qu'il en est dans le roman, si elle est décrite de cette façon-là. Cet antagoniste était le principal intérêt du livre. C'était vraiment le personnage qui en sortait. Moi, à la lecture, je m'étais imaginé Noomi Rapace dans le rôle, je sais pas pourquoi. Elle aurait donné un côté peut-être plus animal à sang-froid et en même temps assez charmeur. Là, Rebecca Ferguson, elle joue à fond la carte du charme. On dirait une espèce de hippie chic, de côté un petit peu bohème, avec des robes à volant, elle marche pieds nus, elle a ce chapeau avec une plume, elle a ce côté très frais, voilà, elle a cette beauté anglo-saxonne, cette blondeur, ses yeux clairs, cette rousseur blondeur, ouais, avec ses taches de rousseur. On a des personnages qui ont parfois des apparences de jeunes femmes de 30 ans très séduisants, mais alors ça va basculer beaucoup plus dans la séduction, le côté vamp, sorcière vamp, quoi, ou alors un personnage qui effectivement a un physique beaucoup moins attrayant. Là, voilà, elle est dans quelque chose d'encore différent. C'est un personnage qui est un vampire parapsychique, quelque chose comme ça, enfin on aurait du mal à définir, mais le paradoxe c'est qu'elle dégage une fraîcheur, ça lui apporte une apparence, une personnalité assez intéressante, et toute la troupe qu'elle a autour d'elle, on retrouve le géant, je me rappelle plus comment s'appelle cet acteur, qui était le géant de Twin Peaks et qui était Lurch dans La Famille Addams de Barry Sonnenfeld. Karel Strucken, si je déforme pas son nom, il y a toute cette petite bande autour d'elle, cette horde en fait, cette meute de prédateurs autour d'elle, très intéressante, avec aussi cette adolescente qui a un pouvoir de suggestion, voilà. C'est presque des personnages qu'on pourrait croiser dans X-Files aussi, ça peut, presque chacun pourrait être un Freaks of the Week, le monstre de la semaine d'un épisode des premières saisons d'X-Files. Donc toi, Elvina, qui est très amatrice de King, de l'endroit où on enregistre, je peux contempler les étagères d'Elvina qui sont remplies de livres de Stephen King. Toi, c'est un auteur que tu suis encore aujourd'hui, où effectivement la période dans laquelle, comme tu disais, Dr. Sleep, je crois qu'il est sorti il y a une dizaine d'années,
après, tu trouves que voilà, son écriture a évolué? J'aime pas trop ce qu'il est devenu ces dernières années. J'ai l'impression qu'il est devenu un peu à court d'imagination. Le dernier roman que j'ai aimé de lui, je compte pas les recueils de nouvelles, hein, loin de là. Les nouvelles, c'est autre chose. Là-dessus, il est toujours aussi bon, mais concernant ses romans, le dernier que j'ai aimé, c'était 22-11-63, parce qu'il avait encore cette originalité, entre guillemets, de scénar et cette capacité à nous faire rentrer dans l'univers. Honnêtement, les derniers livres qu'il a sortis, que ce soit le livre Après ou même là que j'ai lu ce mois-ci, Billy Summer, c'est des films très connus, c'est des films cultes repris façon Stephen King avec beaucoup moins d'imagination. Billy Summer, c'est une espèce de tueur à gages qui va s'attacher à une gamine à qui il est arrivé un truc terrible. Tout se ressemble, ça ressemble à ce que t'as déjà vu 1000 fois, c'est très lissé et ça manque d'imagination. Pour moi, ses meilleures années, elles sont dans les années 80-90, quoi. Enfin, on a dépassé ce stade avec lui. Et toi, Red Arrow, t'as vu des adaptations ciné ces dernières années de King qui t'ont intéressé, ou tu trouves que pareil dans les adaptations, on n'a pas fait de très bonnes adaptations ciné ces dernières années, finalement les classiques de King au cinéma, on peut dire que c'est effectivement Carrie au bal du diable, que c'est Shining, que c'est Christine, que c'est Misery, que c'est Les Évadés. En termes de livres, déjà, je suis d'accord avec Elvina. Dr. Sleep, c'est peut-être celui qui marque où ses œuvres commencent à devenir bien plus faibles. Voilà, j'avoue que moi aussi, dernièrement, j'ai vu Conte de Fées, c'est un de ses tout derniers, où c'est un peu une redite du Talisman, en gros, qu'il avait fait avec Peter Staub à l'époque, je crois. Et puis, il décrit son univers uniquement avec des références télévisuelles, culturelles, Netflix. On sent quand même un léger manque d'inspiration. Son dernier grand roman pour moi, c'est 22-11-63. Enfin, il y a quelques bons trucs comme The Outsider, par exemple. The Outsider qui a donné probablement ce qui est la meilleure adaptation que j'ai vue ces dernières années. C'était une série HBO, donc c'était même pas un film. The Outsider avec Jason Bateman notamment qui avait réalisé le premier épisode. Ben Mendelsohn, si je dis pas de bêtises aussi. Oui, c'est ça. Oui, excellent. Qui est d'ailleurs excellent dans le rôle. Enfin voilà, c'était vraiment la meilleure adaptation que j'ai vue. Autrement, voilà, dans les adaptations, on n'y arrive plus. Enfin, j'ai envie de dire la Tour sombre, par exemple, qui était absolument catastrophique. Ou voilà, des adaptations dans les hautes herbes, même de nouvelles sur Netflix, je crois, qui n'étaient pas vraiment. Il y avait 1922 peut-être qui était sympathique sur Netflix avec Thomas Jane, si je me trompe pas. Voilà, qui était plutôt sympathique, quoique très classique. Mais autrement, oui, c'est vrai que dans ces dernières années, moi j'aime beaucoup Dr. Sleep, donc donc je dirais peut-être que c'est une des meilleures aussi qu'on a eu au cinéma venant de cet écrivain en tout cas. Le problème, c'est qu'il faut peut-être des réalisateurs, quand on cite les classiques de King, on a du De Palma, on a du Kubrick, on a John Carpenter, on a l'impression d'œuvres aujourd'hui qui sont des œuvres de studio, et ces dernières années au cinéma, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un grand film d'horreur de King, avec peut-être un réalisateur qui s'approprie un peu plus l'œuvre de King, comme l'avait fait Stanley Kubrick pour Shining, même si ça a déplu à King, mais même comme l'avait fait Carpenter ou comme l'avait fait Brian De Palma, voilà. J'allais dire ça de Andy Muschietti, c'est un peu divisé. Pour moi, je comprends pas trop la hype qu'il y a autour. J'aime pas vraiment cette version-là, mais elle plaît. Faut dire ce qu'il y a, elle plaît. Oui, ça a été un carton, je crois que c'était 700 millions de dollars au box-office le premier, le deuxième a un peu moins bien marché parce que le premier, c'est à hauteur d'enfant, on était dans cette vague Stranger Things et compagnie, j'ai envie de dire. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un film assez honnête de la part de Muschietti, qui a quand même un style visuel. Ces monstres ont quand même une apparence particulière, on dirait des tableaux de Modigliani, tu sais, déformés comme ça. Je trouve que c'est un peu pareil que Dr. Sleep, on sent que c'est compliqué de faire un grand film d'horreur de studio comme ça, il y a quelque chose d'un petit peu trop propre. Et là, Mike Flanagan quitte Netflix et va passer sur Amazon, je crois, pour adapter La Tour sombre en série et pour en faire plusieurs films. Donc il n'en a pas fini encore pour Stephen King, même si ça sera là plutôt de la dark fantasy, on va dire. Mais est-ce que la Tour sombre, c'est pas un peu le problème de ce que vous avez dit tous les deux sur la tendance de King dernièrement, même si La Tour sombre, ça date d'il y a déjà une trentaine d'années. Est-ce que c'est pas le problème aussi un peu justement fourre-tout de la culture populaire, tu vois ce que je veux dire, qui cite plein de trucs, qui mélange plein de trucs. Est-ce que le problème de La Tour sombre, ça va pas être ça? Ça va pas être une espèce de pot pourri, de menu best-of de la dark fantasy et de plein d'autres choses? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça qui me fait peur. Oui, c'est probable. Et c'est aussi une sorte de condensé du Kingverse. Dans La Tour sombre, on retrouve certains éléments, des références à des entités qu'on trouve dans ces différents livres. Donc là aussi, ça relie en quelque sorte tous ces livres. Et aussi, comme tu dis, la culture populaire, voilà, dans une sorte de... un melting pot de tout. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué à en faire quelque chose d'assez unique, on va dire, en son genre. Mais voilà, enfin,
J'ai envie d'y... Moi, j'aime bien Flanagan, donc j'ai envie d'y croire. Et je me dis, voilà, si s'attaque un projet avec une ambition d'avoir une série et plusieurs films à côté, je pense que voilà, il y a peut-être moyen qu'il développe quelque chose d'intéressant. Et comme dans Dr. Sleep, il met sa patte et transcender un matériau d'origine sur lequel on peut avoir des suspicions sur la qualité que ça donnera en tant qu'adaptation. En tout cas. Maybe something warm to push away such unpleasantries. Don't you want to hear about it? She was your wife. I think you've mistaken me for someone else. I'm just a bartender. Oh, yeah. Just Lloyd the bartender, pouring joy at the Overlook Hotel. I'll pour whatever you like, Mr. Torrance. Man takes a drink. The drink takes a drink. And then the drink takes a man. Ain't it so, Dad? Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!